Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'un sujet extrêmement important, Palantir. Vous savez, cette entreprise qui regroupe toutes les données mondiales, donc oubliez bien sûr les souverainetés des États, juste pour nous fliquer. Et c'est une journaliste, Pauline Elie, qui était justement invitée sur Toxin pour en parler, parce que récemment, ils ont écrit un manifeste qu'ils ont diffusé sur X. Trop peu de gens en ont parlé, c'est un petit peu comme les factures électroniques sur la vidéo que je vous ai sortie il y a 2 jours avec Tata Ventose. Palantir est un sujet important parce que ce que vous allez entendre fait froid dans le dos. On a vraiment l'impression d'être dans Terminator ou d'être dans des films de science-fiction. Seul problème, eh bien, ça se passe dès maintenant. Mais juste avant, bien sûr, de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Power, de la rhétorique exaltée seule ont été exposés. La capacité des sociétés libres et démocratiques à prévaloir exige plus qu'un appel moral, elle exige un hard power. Et le hard power de ce siècle sera bâti sur le logiciel. Bon. Donc déjà, en gros, en général, on distingue soft power, hard power. Hard power, en général, c'est la guerre. Donc la Tout à nouvelle fait. guerre sera bâtie sur le logiciel. C'est déjà ce qu'il dit là. Mmh mh. Et c'est une sorte de jeu de mots entre le hard power et le software, qui est le logiciel, Ah oui, en donc en plus. anglais. Ouais. Donc le hard power, c'est le software et ça résonne, énormément avec, le point 12 par exemple, qui nous dit que l'âge atomique, Ouais. touche à sa fin et qu'une ère de dissuasion, donc l'âge atomique s'achève et une nouvelle ère de dissuasion bâtie sur l'IA est sur le point, de commencer. Ouais. Et donc, Palantir exhorte les dirigeants de la Silicon Valley qui sont présentés comme moins investis dans les sujets d'intérêt général, notamment de police, de médecine et d'éducation, ce qui est tout à fait discutable, on pourra en discuter aussi, à investir dans l'IA et notamment l'IA dite générale. Donc, ce serait une intelligence artificielle qui rivaliserait avec l'intelligence humaine. Et, et donc, c'est toute cette pensée qui est chère finalement à Peter Thiel de l'apocalypse et ce jeu qui est fait entre, d'un côté, la peur de l'apocalypse technicienne et de l'autre, une techno-utopie qu'on nous vendrait. Donc, l'enjeu pour eux, c'est de dire attention, on risque de développer des IA qui sont néfastes, donc il faut absolument aujourd'hui se saisir de cet enjeu de l'IA. Ce qui est finalement assez paradoxal, ou si ce n'est presque risible, puisque... Pardon, qu'est-ce qui dit ça? Parce que là, Palantir, j'ai pas l'impression qu'il dit on risque de développer des IA néfastes. Il va à fond dedans en disant qu'il faut développer des armes de guerre. Alors, oui et non, parce qu'on trouve par exemple dans la République technologique l'exemple de drones qui sont déjà capables de casser les vitres des voitures. Ouais, Et ouais. donc, ils nous présentent ça comme une menace toujours. Et cette peur de la menace, cette épée de Damoclès, leur sert à faire avancer évidemment leurs enjeux et le développement de ces technologies-là. Mm. Ouais. Parce que là, en tout cas, dans ce manifeste, alors c'est vrai qu'il appelle, en fait, il appelle à un réveil aussi de la Silicon Valley. En gros, c'est fini de faire du loisir. Donc, on le voit un peu dans le 1 et dans le 2. La Silicon Valley doit une dette morale au pays qui a rendu sa montée en puissance possible. Donc, dette morale au pays. L'élite technologique de la Silicon Valley a une obligation affirmative de participer à la défense de la nation. En gros, arrêtez de faire du loisir, les amis. Donc, on revient sur le soft power, hard power aussi. Il faut passer aux choses sérieuses. Et le point 2 continue cette histoire. Nous devons nous rebeller contre la tyrannie des applications. En gros, c'est une perte de temps, les petites applications. L'iPhone est-il notre grande réalisation créative? Sinon, couronnement d'une civilisation. C'est un point d'interrogation là qu'il met. Donc l'iPhone et les applications risquent désormais de limiter et de contraindre notre sens du possible. En gros, votre créativité. Voilà, il pense vraiment qu'il faut aller plus loin. Devoir universel de se réveiller et d'avoir cette dette de défense de la nation, notamment pour la Silicon Valley. Et puis après, il va un peu plus loin sur le point 7. Si un marine américain demande un meilleur fusil, nous devrions le construire. Il en va de même pour le logiciel. Donc on est vraiment sur une logique de guerrière. Hein. Absolument. Mais ouais, donc là, il appelle finalement toute la Silicon Valley à se réveiller et à participer finalement à cette logique guerrière. Ce qui est intéressant parce que là, il parle de défense de la nation, donc on a l'impression que c'est pour l'intérêt patriotique américain, alors que Palantir, c'est pas tout à fait ça. C'est pas uniquement intérêt patriotique américain, c'est des intérêts privés. Absolument. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et alors, il y a un appel effectivement
un service militaire obligatoire, qui est exactement le point C'est le 6, 6, c'est ouais. ça. Et puis, on a aussi le point 14, un appel quasiment à une guerre mondiale. C'est-à-dire que on nous dit que des milliards de personnes, leurs enfants et désormais petits-enfants, n'ont jamais connu une guerre mondiale, donc il faudrait absolument s'y préparer. Selon eux, Trop de gens ont oublié ou peut-être tiennent-ils pour acquis que près d'un siècle d'une forme ou d'une autre de paix a prévalu dans le monde sans conflit militaire entre grandes puissances. tout à fait. Et donc, également, au-delà de cet appel à la guerre mondiale, la guerre est perçue, en tout cas dans la République technologique, comme un moyen de créer, de coaliser cette identité collective américaine qu'il faudrait recréer autour de cette République technologique. J'ai par exemple une petite citation traduite de la République technologique vis-à-vis Donc là, de... on revient sur le livre d'Alex Karp. C'est ça. Ouais. Alors, peut-être pour explication, les 22 points donc, de ce manifeste publié sur X le 18 avril auraient été générés à l'intelligence artificielle à partir justement de ce livre. Et donc, on va retrouver certaines citations exactes dans la République technologique. Et donc, on nous dit par exemple, et la reconstruction d'une république technologique exigera, entre autres, la reconstruction d'une société de l'appropriation, une culture fondatrice issue de la technologie, mais capable de remodeler le gouvernement où personne ne se voit confier un rôle de direction sans avoir un intérêt direct dans sa propre réussite. Ouais. Donc une forme de république technologique aussi des experts, absolument. Et on a également un appel au-delà de cette culture nationale américaine ou de cette culture également occidentale, puisqu'on peut voir dans ce manifeste ou dans ce livre une volonté de créer une forme de religion civile, donc qui rappelle véritablement les thèmes fascistes du siècle dernier, et presque une cosmogonie aussi. Ils font référence aux grands récits portés par Elon Musk, par exemple, donc on a véritablement un projet religieux qui s'exprime à travers Et justement, alors, cette c'est quoi ce technologie. projet religieux? Il est un peu explicité ou pas? Alors, à demi-mot, à travers, par exemple, la notion d'intelligence artificielle générale. Alors, on a un philosophe, donc Émile Torres, et puis une informaticienne, Timnit Gebru, ancienne informaticienne de Google, qui en 2024 publie un article sur Tescreal, qui est un ensemble donc d'idéologies issues de la Silicon Valley. Donc c'est l'acronyme T pour transhumanisme, E pour extropianisme, S pour singularitarisme, E pour altruisme donc effectif, et puis long-termisme. Voilà. Donc cet ensemble, et j'ai oublié le rationalisme également pour Tescreal. Voilà. Donc ces idéologies assez protéiformes de la Silicon Valley, dont participe Palantir et notamment Peter Thiel, sont toutes fondées, donc au-delà du transhumanisme aussi, sur une forme d'eugénisme, et partagent en commun cette volonté de construire donc cette intelligence artificielle générale qui est vue comme un moyen d'échapper en fait à cette apocalypse. Donc on a un projet qui est quasiment messianique, qui est en tout cas à minima eschatologique. Et Attendez, c'est très intéressant parce qu'en plus, on a ces sujets qui reviennent maintenant, je sais pas, dans d'autres sujets complètement différents, dont d'ailleurs le dossier Epstein. Ça commence c'est intéressant que ce soit toujours les mêmes occurrences. Donc attendez, projet eschatologique pour lutter contre l'apocalypse. À quel moment il parle de l'apocalypse? Ça m'intéresse. dans la République technologique Oui. en tant que telle. Alors, il parle plutôt de la volonté d'intelligence artificielle. L'apocalypse, c'est un sujet qui est plutôt travaillé par Peter Thiel, donc cofondateur de Palantir, qui, par exemple, en 2025, organisait 4 conférences sur l'apocalypse à huis clos à San Francisco, et qui a réitéré, en tout cas dans sa volonté, de le faire en 2026 au Vatican, et il a été arrêté par le Vatican. Donc, ça fait véritablement partie aussi de l'ADN de ces mouvements transhumanistes que porte également Palantir. Oui. Quand je vous dis que nous sommes dans une guerre
religieuse. Je sais que pour certains, cela représente de la métaphysique et c'est compliqué à comprendre pour certains. Et je le comprends. Je le comprends. Mais quand vous entendez les patrons de Palantir non seulement parler de l'Apocalypse, faire des conférences, ils ont voulu en faire une au Vatican et heureusement le Vatican et le pape ont refusé. Heureusement que l'Église, quelquefois, a encore du bon sens. Mais eux sont dans une guerre religieuse. Ce n'est pas parce que ils cherchent à détruire différentes identités, donc différentes religions, qu'ils ne sont pas religieux. C'est là où on a du mal à le comprendre. C'est-à-dire qu'on prend ces gens-là, ces transhumanismes, ces gens qui veulent le contrôle de la masse par l'IA, par l'identité numérique, par des non-religieux. Mais bien au contraire. J'irai même plus loin, ce ne sont pas des religieux, ce sont des fanatiques. Et aujourd'hui, ceux qui auront le pouvoir sont des fanatiques. Je rappelle que Palantir, on les retrouve dans l'affaire Jeffrey Epstein, par exemple. Le contrôle de masse, le contrôle des goyim. Les gens ne le savent peut-être pas, mais Palantir possède toutes les données de tous les pays du monde. Palantir a été créé après le 11 septembre, avec, bien sûr, l'argument de lutter contre le terrorisme. Il faut aussi toujours rappeler aux gens que le terrorisme islamique a été créé, financé, armé par les Occidentaux. D'accord ? Principalement par les Anglais et par la suite par les Américains. Donc déjà, il faut bien comprendre que le problème que nous avons a été créé par nous-mêmes. Car déjà à l'époque, ce qu'on voit aujourd'hui dans les pays arabes, c'est ce qu'on appelle le nationalisme arabe, était déjà présent à l'époque. Sauf que ça ne nous arrangeait pas pour une raison. Un nationalisme arabe nous aurait, ou en tout cas aurait empêché les puissances qui étaient l'Angleterre, mais surtout américaine, de prendre les ressources naturelles. C'est-à-dire que le chaos nous est profitable, économiquement parlant. Alors que si vous avez affaire à un pays, à un pouvoir, avec une volonté de souveraineté, d'indépendance nationale et un vrai nationalisme, ce qui veut dire qu'ils vont protéger leurs ressources. Ils ne vont pas vous les donner comme ça. Ils vont vous les vendre, certes, mais ils vont les protéger. Sauf que nous, on voulait une énergie abondante, pas chère, voire gratuite. Donc le chaos nous était favorable. Beaucoup d'excuses finalement pour à chaque fois la même chose, choper le pétrole, le gaz, l'or et toutes les ressources naturelles de ces pays-là. Donc déjà, c'est important de faire cet aparté-là. Après, bien sûr que l'islamisme radical, que le terrorisme islamiste a échappé quelque part à sa créature. Mais n'oubliez jamais que c'est quand même nous. Si on aurait laissé le nationalisme arabe se développer depuis le départ, la situation dans le Moyen-Orient serait totalement différente aujourd'hui. Mais heureusement, ils y reviennent et ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc, Palantir a été créé suite aux attentats du 11 septembre. Et tous les pays ont signé donc cette fameuse convention et un contrat avec Palantir et ils leur donnent toutes leurs données. Donc, toutes vos données, vous, Français, Palantir les a. Donc, si demain, Palantir décide de vous classer, moi par exemple, par rapport à ma chaîne YouTube comme terroriste, ils peuvent le faire. Cette dame que vous écoutez qui aujourd'hui travaille sur le sujet et est une excellente journaliste et a écrit un excellent livre, on lui avait volé son identité il y a quelques années, et bien Palantir l'avait classée comme terroriste. Et aujourd'hui, quand elle prend l'avion dans certains aéroports, elle est fouillée 3-4 fois, beaucoup plus que les gens normaux parce qu'elle est toujours sur la liste. Donc vous voyez le danger de donner à une entreprise supranationale, à une entreprise privée, les données de tout le monde. On est en train de se demander avec l'IA, l'identité numérique, que nos données restent chez nous, mais en fait, nos données ont déjà été vendues. Et ça, pour moi, c'est une véritable catastrophe. Il faut absolument empêcher cela, et il faut tout simplement sortir de toute entité, qu'elle soit privée ou publique, supranationale, et retrouver au plus vite notre indépendance. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.